La TVT au cœur de l'information. Vers un apaisement durable du climat social au Togo, gouvernement et principales centrales syndicales se sont retrouvés ce vendredi. Le gouvernement promet examiner tous les points de la plateforme revendicative soumise par les travailleurs le 1er mai dernier. Planter utile, savoir quelle essence choisir pour contribuer efficacement à la protection de l'environnement. Les experts du domaine ont fait un travail mis à la disposition de la population. Aujourd'hui en préparation notamment du 1er juin, journée nationale de l'arbre, nous le verrons dans un instant. Et puis 11 mai 2018, 37 ans de disparition de Bob Marley, le roi du reggae et icône du mouvement Rasta, justement le projecteur sur cette philosophie vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et l'on ouvre ce journal au Palais des Congrès de Lomé, siège pour le moment encore de l'Assemblée nationale. Dama Dramani a en fait reçu l'ambassadeur de Chine au Togo, venu lui annoncer la fin des travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale. L'édifice devrait être livré sous peu. Écoutons Yu Chi-liu à sa sortie d'audience. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée du Togo. Et nous avons fait un tour d'horizon de la coopération amicale entre nos deux pays et surtout entre nos assemblées. Je suis très content d'annoncer à son Excellence, Monsieur le Président, que le travail du nouveau siège du Parlement est achevé. Et avec les efforts conjoints des techniciens, ouvriers, togolais et chinois, vous aurez certainement un nouveau siège du Parlement qui va donner un beau lieu de travail pour les élus du peuple. Et on est en train de préparer une cérémonie comme il faut pour fêter cette nouvelle construction. C'était donc l'ambassadeur de Chine au Togo, Yu Chi-liu. Il était au micro de Ulrich Amega. C'était le 1er mai dernier, lors de la fête des travailleurs, les centrales syndicales ont soumis leur cahier de doléances au gouvernement qui a promis réagir dans un bref délai. Ces choses faites donc depuis ce vendredi à travers une première réunion entre le gouvernement et l'ensemble des syndicats de l'éducation et de la santé. La séance a permis aux deux parties de définir une méthodologie de travail visant à examiner point par point les points donc de la plateforme revendicative pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur public et du privé. Le point avec Prudence Zinsou. L'étude de l'initiative balise déjà la voie à des discussions franches et approfondies entre gouvernement et centrales syndicales. Elle devra déboucher sur des approches de solutions consensuelles aux préoccupations des travailleurs. Toutes les centrales syndicales des secteurs de la santé et de l'éducation ont pris part à cette première séance de discussion promise par le gouvernement le 1er mai dernier lors de la fête des travailleurs. La méthodologie et l'approche du travail ont concentré les attentions à ce jour en attendant les discussions sur les différents points des cahiers de doléances soumis au gouvernement il y a quelques jours. Nous voudrions remercier très vivement le gouvernement de la promptitude avec laquelle cette première rencontre a été convoquée. Si on se rappelle, le 1er mai dernier, le ministre, en réponse au cahier de doléances introduit par les centrales syndicales, le ministre a promis que dans les 2 semaines qui vont suivre, il va convoquer donc cette séance. Et nous avions été surpris qu'elle soit convoquée effectivement. Donc au cours de la rencontre d'aujourd'hui, nous avions fait le point, voir quelle est la méthode à adopter, quelle approche à adopter et quel rythme de travail que nous allons adopter lors des prochaines discussions. Cette démarche pour le gouvernement consiste à examiner de manière exhaustive les cahiers de doléances des organisations syndicales.
Elle repose sur des discussions antérieures déjà entamées par les deux parties pour étudier de façon approfondie les différents points des plateformes revendicatives. Nous nous sommes accordés sur la nécessité, d'une part, de faire le point, de faire la restitution des précédentes discussions, de présenter les conclusions auxquelles nous étions déjà parvenus et dans la foulée d'aborder de manière méthodique et soutenue l'ensemble des points qui sont inscrits à l'agenda de nos discussions. Nous nous sommes également accordés sur un calendrier de travail qui consistera à nous retrouver 3 fois par mois afin d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour. Je voudrais rappeler que le cahier de doléances des organisations syndicales et les plateformes revendicatives qui ont été exprimées déjà par le passé comportent beaucoup de points. Tous ces points-là, j'avais indiqué que le gouvernement n'a pas l'intention d'occulter ou de négliger un point quelconque. Cependant, nous allons nous accorder pour examiner dans un premier temps un certain nombre de points de préoccupation, de revendication. Et sur chacun des points, nous ferons en sorte qu'un diagnostic complet, que la question soit examinée en profondeur et en détail et que nous puissions appréhender, cerner les implications, les incidences et l'impact de chaque question et de préconiser des approches de solutions. Pour le gouvernement, cette discussion s'ouvre dans un esprit d'ouverture et de partage avec l'engagement et l'implication des partenaires sociaux. Il reste persuadé que ces échanges permettront d'améliorer de façon efficiente les conditions de vie des travailleurs tant du secteur public que du privé. Nous abordons au niveau du gouvernement cette discussion dans un esprit d'ouverture et la volonté, l'engagement, la détermination de parvenir à des solutions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Nous profitons pour remercier les organisations syndicales, particulièrement les centrales syndicales, pour leur engagement, leur implication sur les discussions dans le secteur de l'éducation, sur les discussions dans le secteur de la santé et le reste des points et des préoccupations relevant de leur plateforme revendicative et de leur cahier de charge ou de leur cahier de doléances. Nous allons les examiner et nous sommes confiants sur notre capacité à parvenir à des solutions satisfaisantes. Sur cette base-là, nous espérons que les attitudes de retenue, de modération, les actes d'apaisement qui ont été posés ces derniers temps par les centrales syndicales, notamment à travers la volonté de surseoir au mot d'ordre de grève, aux perturbations et aux mouvements sociaux qui existaient dans un certain nombre de secteurs, que cette dynamique-là va être maintenue, amplifiée et consolidée afin que nous puissions travailler dans la sérénité et que nous puissions naturellement parvenir aux solutions qui sont recherchées. Les discussions vont reprendre dans les prochains jours après l'Assemblée générale de l'Organisation internationale du travail à Genève. Un rendez-vous auquel sont attendus les secrétaires généraux des centrales syndicales. Et dans le concret, éclairci dans le secteur de l'éducation il y a juste quelques semaines et début d'amélioration de l'environnement sanitaire, l'État d'Israël a accompagné le Togo à rénover certains services du centre hospitalier régional d'Atakpamé. La réanimation et la gynécologie notamment sont aujourd'hui équipés de matériel performant, comme on va le voir dans ce sujet de Silver Aboujou. Cet acte entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale et le vice-ambassadeur d'Israël au Togo marque une nouvelle ère de coopération entre le Togo et Israël. Une coopération à travers laquelle Israël s'engage à accompagner le Togo dans la redynamisation du secteur de la santé pour mieux relever les défis liés à la contractualisation dans les zones d'exécution. Ce qui témoigne de la réhabilitation de certains départements du centre hospitalier régional d'Atakpamé. Il s'agit notamment du bloc de réanimation, de chirurgie, de gynécologie ainsi que la salle de consultation et d'anesthésie, tous équipés de matériel performant en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Ce dont va renouveler notre plateau technique et nous permettre d'impacter
acte positivement la prise en charge de tous les cas d'urgence et des différents traumatismes qui sont les premières causes de consultation dans nos services de chirurgie générale. The trauma unit that we established, the lives of many people in the region will be saved. Et on est sûr que les matériels qu'on a installés là-bas et le système de travail, ça va sauver la vie de beaucoup de personnes. People of Israel love the people of Togo and we will always be... C'est donc un ouf de soulagement du corps médical à travers cette contribution de l'État d'Israël qui vient non seulement renforcer le plateau technique, mais aussi améliorer les prestations de services au sein de cette unité. Et pour l'atteinte des objectifs, les praticiens ont été formés sur l'utilisation des équipements installés, formation donnée par l'équipe médicale d'Israël pour renforcer un tant soit peu leurs connaissances en la matière. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est des connaissances qu'on avait déjà, mais il s'agit maintenant de coordonner toutes ces activités pour améliorer la prise en charge d'un malade grave. Environ 166 millions ont été injectés par l'État d'Israël dans la concrétisation de ces chefs-d'œuvre salués par le ministre de la Santé qui a précisé que cet acquis répond aux réformes opérées par le gouvernement en matière de santé. Ceci entre en droite ligne dans ce que le chef de l'État est en train d'entreprendre dans nos formations sanitaires, c'est-à-dire que c'est un secteur qu'il faut redynamiser par deux voies. La première voie, c'est l'assainissement par la contractualisation et la deuxième voie, c'est les équipements et les réhabilitations. Et ces deux voies iront de pair. Et c'est dans ce sens-là que le CHR d'Atakwame, qui a été l'un des centres pilotes de la contractualisation, dont les résultats aujourd'hui sont patents et connus de tous, a été aussi l'objet de cette réhabilitation-là. La dynamique impulsée à travers cette coopération bilatérale va également permettre de lever certaines contraintes, a précisé le préfet de Logou, Edoa Kakbo, qui a invité le personnel soignant au bon usage du matériel pour offrir des soins de santé de qualité aux populations en vue d'assurer leur mieux-être. Et les pays de l'UEMOA résolument tournés vers la protection et la préservation de l'environnement et de la santé des populations. Il va s'exécuter dans la sous-région un projet global de gestion durable des déchets et de réduction des émissions de polluants organiques persistants et le mercure. Des précisions avec Samuel Degbe et Christine Pechekialoudé. La prolifération des différents types de déchets associés aux difficultés de leur gestion entraîne comme problème la dégradation du cadre de vie et de la santé humaine. La gestion des déchets dans les pays de l'UEMOA, selon la BOAD, revêt un caractère préoccupant en raison de divers facteurs que sont la forte croissance démographique et les mauvaises pratiques en matière de gestion des déchets. La BOAD, en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial FEM, veulent à travers le projet régional d'appui à la gestion durable des déchets et de réduction des émissions des polluants organiques persistants, non intentionnels et du mercure, promouvoir les bonnes pratiques. C'est un projet qui cherche à mettre en place des mécanismes d'amélioration de la gestion des déchets, des mécanismes très forts en termes de cadre légal, en termes de cadre réglementaire, en termes de cadre institutionnel, de promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, dans le domaine du recyclage, dans le domaine de la valorisation, mais aussi dans le domaine de ce qu'on appelle l'élimination finale. C'est notre intérêt d'y faire face. Une ville qui n'est pas propre n'est pas une ville agréable. Et c'est des problèmes pour la santé publique. Donc nous voulons qu'ils se l'approprient. Nous allons financer les mécanismes, les instruments qui permettent de faire de ce handicap un développement, la transformation des déchets par exemple en engrais, et donc nous voulons en faire un levier pour le développement. Selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du cadre de vie, Fiatouo Sessenou, l'initiative de la BOAD et du FEM est un soutien fort aux États bénéficiaires et particulièrement pour le Togo. Ce projet aura un effet positif sur les villes de l'UEMOA qui sont concernés. Ce projet qui s'organise ne viendra qu'appuyer les activités ou les actions déjà entamées par le gouvernement togolais, en les redynamisant, en leur apportant des appuis techniques
et financiers. Les experts des pays concernés vont donc se pencher sur l'état des lieux de gestion des déchets de leur pays en vue de proposer des pistes pour l'élaboration du document complet du projet régional. Le projet est prévu pour durer 5 ans pour un coût total de 49,5 milliards de francs CFA. Et dans cette lutte, il convient d'identifier ces substances chimiques incriminées et réglementer leur circulation. Des conventions internationales guident les acteurs concernés dans leurs actions. Ainsi, les magistrats et auxiliaires de justice et les agents des douanes ont été invités ce vendredi à une formation pour avoir une meilleure compréhension de ces outils juridiques. On voit cela avec Fafa Dalmeda et Edem Soussoukbo. Au total, 24 produits ont été identifiés comme des polluants organiques persistants POP ayant des effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. Ces substances chimiques sont interdites et pourtant elles sont utilisées dans le monde dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et de la protection de la santé et sont fabriquées et vendues par milliers chaque année dans le monde. Le Togo a ratifié toutes les conventions y afférentes et dans cette perspective, des agents du cordon douanier, des magistrats et auxiliaires de justice ont été formés à Dakar et à Bamako. Ils vont procéder à la restitution des travaux et relayer le plus largement possible les informations reçues. Ils sont soit des pesticides utilisés dans l'agriculture, soit des produits utilisés dans le domaine industriel. Vous allez voir par exemple au niveau des compagnies d'électricité, les transformateurs, la porte d'entrée de toute marchandise, ça part à la douane. Et ces produits, lorsque les douaniers ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas constituer une barrière pour nous protéger l'entrée de ces produits. Maintenant, les magistrats, lorsque ça devient un problème judiciaire, il faudrait que les magistrats connaissent la Convention, les dispositions que la Convention dispose et pouvoir appliquer le droit conformément à l'esprit de la Convention. La lutte contre ces produits non biodégradables par le Togo lui a valu des soutiens au plan international. Des moyens matériels ont été mis à sa disposition pour renforcer la lutte. Cette dynamique enclenchée a permis à notre pays de bénéficier des appuis du projet de démonstration d'une approche sous-régionale de gestion écologiquement rationnelle des PCB et des équipements contaminés par les PCB financés par le FEM. Ce projet régional a permis donc de réaliser un inventaire qualitatif et quantitatif des déchets contaminés par les PCB et dont la quantité s'élève à plus de 1700 tonnes. D'élaborer une base de données Access pour le suivi et la planification de l'élimination des équipements et déchets PCB recensés. D'élaborer un projet de décret sur la gestion des PCB soumis pour adoption par le gouvernement, de construire une plateforme de stockage temporaire des déchets contaminés par les PCB et enfin d'éliminer 60 tonnes de déchets PCB à Trédi en France. Par ailleurs, notre pays bénéficie actuellement du programme mondial de surveillance des POP dans des matrices de base, lait maternel et air ambiant. Après Lomé, d'autres rencontres vont se tenir à l'intérieur du pays pour rester dans la dynamique de large diffusion des informations liées à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Et le reboisement est l'autre solution avérée efficace pour la protection de l'environnement. Mais quelle espèce planter? Les experts en environnement posent le débat assez tôt au Togo pour préparer la journée nationale de l'arbre le 1er juin. Et les meilleurs choix sont disponibles au centre semencier de Davier et les directions préfectorales de l'environnement. Explication Albertine Yakin. Le 1er juin de chaque année, les Togolais sont appelés à mettre en terre des plants, une tradition régulièrement respectée sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette initiative bien accueillie par les populations n'a pas encore atteint l'objectif visé. La maîtrise en matière de choix au sein des essences n'est pas connue du grand public. Pour donc corriger ce déficit, les acteurs du secteur forestier au centre semencier de Davier dans le Zio œuvrent pour satisfaire les besoins des demandeurs. Les arbres procurent la pluie, l'ombrage, bref, de nombreuses vertus. Ils assurent le bien-être de l'homme. Cette activité nous permet de gagner le quotidien pour s'occuper de nos familles.
Et en prélude au 1er juin, date officielle de reboisement, les experts en foresterie invitent les planteurs à approcher leurs services techniques. Là où il y a de la forêt, le climat est régulé, il y a moins d'eau qui se stagne, donc ça facilite l'absorption de l'eau de surface. Donc les forêts peuvent effectivement contribuer à lutter contre les inondations. L'eucalyptus a un pouvoir d'absorber une quantité importante d'eau. Donc, ces espèces peuvent être mises en terre ou être reboisées dans des zones qui sont fortement inondables. Les essences qui ont beaucoup plus un système racinaire très développé, par exemple le Terminalia mentalus, planté en bordure des routes, il y a un impact sur les différentes infrastructures. Cela casse parfois les routes ou bien les clôtures. Donc ce sont des essences qu'il faut beaucoup plus éviter à planter dans des zones urbaines. Mais il y a des essences qui sont beaucoup plus adaptées pour ces différents reboisements en ville. On met beaucoup plus l'accent sur les essences ornementales. Nous conseillons quand même que les gens approchent les services techniques pour avoir une idée claire sur quel type d'essence il faut planter et où il faut planter. Depuis 1977, au lancement officiel de la campagne de reboisement par feu président Gnassingbé Yadema, 50 000 hectares de terre sont reboisés. L'instauration de la mise en terre des plants constitue une action de lutte efficace contre les changements climatiques, selon les spécialistes de l'environnement. Les inondations qui sont une menace palpable pour notre pays doivent trouver des solutions à travers le reboisement. Et le projet régional de renforcement du système de surveillance des maladies au Togo, le REDIS, lancé le 1er février dernier, familiarise les acteurs concernés avec ces outils d'exécution. Une rencontre en ce sens s'est tenue à Kara à l'intention des principaux acteurs des régions de la Kara et des Savanes. Nous vous en proposons le compte-rendu avec Nestor Mouzou. À la suite des épidémies qui ont secoué l'Afrique de l'Ouest ces dernières années, l'Organisation ouest-africaine de la santé et la Banque mondiale ont accompagné les 15 pays de la communauté économique ouest-africaine et la Mauritanie à mettre en place un mécanisme dénommé REDIC, projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Il a été élaboré de manière à renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales pour une surveillance collaborative des maladies. Dans ce cadre, le comité de coordination du REDIC a conçu un document mettant en relief les outils de sauvegarde environnementale et sociale. Ce sont ces outils qui sont partagés à cette rencontre avec les acteurs de terrain de la partie septentrionale du pays. La santé n'est pas seulement du ressort du ministère en charge de la santé, mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent. L'homme vit dans un environnement, donc celui qui est en charge des projets de l'environnement est concerné par notre santé. Celui qui s'occupe de notre alimentation également. Or, dans l'agriculture, nous savons qu'il y a l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques qui vont contaminer notre environnement, l'eau de boisson, les cultures. Lorsque la viande est contaminée par une maladie, nous avons la maladie dans notre assiette et là, nous n'avons plus la santé. C'est pour cette raison que nous mettons ensemble dans la dynamique d'une plateforme Une Seule Santé au Togo, tous ces acteurs-là, pour contribuer à la mise en place d'un système de santé robuste dans notre pays. Le comité de gestion du REDIC avait entrepris une tournée à l'intérieur du pays en février dernier. C'était une prise de contact avec les acteurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre du projet pour que ceux-ci se l'approprient. Et la tendance est aujourd'hui à l'entrepreneuriat social. Le gouvernement togolais reçoit l'appui de la représentation américaine au Togo pour encourager les initiatives capables d'impacter positivement le social et l'environnement. Plusieurs jeunes entrepreneurs y ont donc été édifiés ce vendredi en une conférence. Reportage Augustin Kossi. Investi pour générer des valeurs sociales et environnementales en plus du profit financier pour toute entreprise. Un nouveau modèle d'inclusion financière qui prend de plus en plus place dans le processus de développement durable. On parle d'entrepreneuriat social.
Le concept interpelle tous les acteurs et les États-Unis s'y attellent pour amener les entreprises à avoir un impact social parallèlement à leur vocation première. C'est pour une entreprise de droit classique de pouvoir allier un engagement social ou un impact social à son but de profit. Donc en gros, sur toute sa chaîne de production, l'entrepreneur social doit par exemple chercher à travailler avec des communautés, des coopératives pour avoir ses matières premières, les acheter par exemple à un prix équitable qui permettrait à la communauté bénéficiaire de pouvoir investir cet argent-là pour développer ou pour mettre en place des projets communautaires. Cette conférence est justement destinée à animer un débat de haut niveau sur la question de l'entrepreneuriat social. La leçon inaugurale va d'abord être prononcée par le président directeur du groupe Ecobank, puis l'appel à investissement dans le social par les États-Unis. Un discours axé sur les changements climatiques, les inégalités économiques et les migrations, des défis auxquels doit s'attaquer l'entrepreneuriat social et non sans compter avec le secteur privé. Imaginez plutôt que les secteurs publics et privés deviennent des partenaires pour s'attaquer à des problèmes complexes et créer des impacts sociaux en utilisant des stratégies commerciales. Ce modèle d'entreprise sociale est ce que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter. La rentabilité et l'impact social positif ne s'excluent pas mutuellement. Il est, en effet, possible de bâtir une entreprise prospère et en même temps faire du bien social. Ainsi, la mission sociale fait partie intégrante du modèle économique d'une entreprise sociale. Au niveau du gouvernement, des mécanismes ont été mis en place pour soutenir et encourager l'entrepreneuriat des jeunes, mais pas encore suffisant, selon le ministre en charge du développement à la base. Il faut la participation de tous les acteurs, mieux aller à un entrepreneuriat tourné vers le social en renforçant le partenariat public-privé. C'est en ligne avec ces impératifs et sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, que le gouvernement togolais a mis en place une politique de développement à la base, couplée d'une politique volontariste de promotion de l'entrepreneuriat à travers plusieurs mécanismes gouvernementaux tels que le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAEJ, le Programme d'appui au développement à la base, PRADEB, le Programme national de plateformes multifonctionnelles, le Programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, le Fonds national de la finance inclusive. Par ailleurs, des organisations non gouvernementales et des entreprises promeuvent aussi l'entrepreneuriat social dans notre pays. Mais force est de constater que les résultats conjugués de ces initiatives gouvernementales et non gouvernementales ne permettent pas encore de capitaliser pleinement le potentiel d'entrepreneuriat et d'innovation de nos jeunes et de faire face à l'ampleur des défis économiques et sociétaux. D'où l'importance d'œuvrer ensemble pour intensifier la promotion de l'entrepreneuriat social en ligne avec les priorités de notre plan national de développement. Ce sont donc les bases d'un partenariat multi-acteurs qui se mettent progressivement en place. Et les jeunes entrepreneurs, en sortant de ces assises, peuvent désormais orienter leurs initiatives vers le social pour créer plus de richesses, pour une croissance inclusive et durable. Et l'actualité, ce vendredi, c'est aussi la 57e réunion du conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC. 3 projets du secteur privé ont été approuvés pour financement en faveur de 3 États membres, le Ghana, le Niger et le Nigeria. Des précisions avec Edem Soussoukbo. Les administrateurs de la BIDC, pour leur 57e session, ont eu à approuver 3 projets de développement dans l'espace CEDEAO. Il s'agit d'une prise de participation de près de 3 milliards de francs CFA au capital de Africa Food Security Fund au Ghana. C'est pour soutenir la sécurité alimentaire par des investissements tout au long de la chaîne de valeur agricole.
Le Conseil a également approuvé le financement partiel de 5 milliards de francs CFA pour la construction et l'exploitation d'un hôtel 4 étoiles par la compagnie hôtelière du Niger. Le conseil d'administration a autorisé la BDC à participer au financement partiel de la facilité syndiquée de 500 millions de dollars au profit de la Bank of Industry Limited au Nigeria. Au Congo-Brazzaville, le verdict du procès du général Jean-Marie Michel Moukoko est tombé donc en début de soirée aujourd'hui. L'ancien chef d'état-major et candidat à la présidentielle de 2016 écope de 20 ans de prison, tout comme ses co-accusés. Il dispose aujourd'hui de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Le général Moukoko est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention de munitions de guerre. L'Organisation mondiale de la santé fait part de sa très grande inquiétude face à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 17 décès et 21 cas de fièvre ont été enregistrés entre le 4 avril et le 9 mai 2018. Annonce même l'OMS annonce qu'elle se prépare au pire en RDC concernant donc cette épidémie d'Ebola. Au Kenya, la rupture il y a 2 jours du barrage Patel, occasionnant la mort de au moins 44 personnes, un bilan revu aujourd'hui à 45. Cette rupture de barrage est au cœur de toutes les polémiques. Le barrage serait une réserve d'eau, mais il n'était pas aux normes. C'est donc cette question qui suscite donc toute la polémique. Selon les autorités kenyanes de gestion des ressources en eau, le barrage n'avait pas été agréé et le propriétaire aurait ignoré l'injonction de le fermer. 2 grands réservoirs gorgeants d'eau devraient être vidés actuellement pour éviter de nouvelles catastrophes. Le procureur général de la République qui a quant à lui demandé l'ouverture d'une enquête de police afin de situer les éventuelles responsabilités. Mais pour l'heure, les opérations de secours se poursuivent sur le terrain. Sonia Ameniko. Dans ces eaux boueuses, les équipes de recherche sont à pied d'œuvre pour faire sortir de terre les corps des habitants pris au piège par les ravages d'un barrage. En effet, mercredi dernier, suite à une forte pluie torrentielle, le barrage privé par terre situé près de la ville de Nakuru au Kenya s'est effondré, provoquant une inondation sans précédent. Des eaux ont recouvert certains villages suite à un incident malheureux, l'effondrement du barrage qui a touché de nombreuses familles. Le plus important pour nous maintenant, c'est d'avoir des équipes de recherche sur le terrain. Nous avons les capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour effectuer les recherches. Nous sommes arrivés juste après et la zone de recherche s'étend loin du barrage en aval. Comme ça a été fait rapidement, les équipes de recherche menées par les forces de défense kenyanes effectuent les recherches avec l'aide de plusieurs intervenants. À peine sorti d'une sécheresse intense, le début de la longue saison pluvieuse au Kenya connaît de fortes précipitations sur une bonne partie du pays et dans le reste de l'Afrique de l'Est. La présidence kenyane s'est dite attristée par les pertes en vies humaines et a salué le travail des équipes de secours. La Croix-Rouge kenyane, pour sa part, a récemment lancé un appel aux dons de 5 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés. Et en sport football, c'est ce samedi 12 mai que démarre à Lomé le Festi-Foot de l'intégration, une 10e édition qui s'annonce bien particulière. Vous aurez l'occasion d'avoir les comptes rendus sur la TVT. On ne saurait donc faire un 20h un vendredi, un 11 mai, et ne pas faire un clin d'œil au mouvement Rastafari qui célèbre ce jour. Bob Marley, Robert Nesta Marley, quittait le monde des vivants le 11 mai 1981, mais ses œuvres et sa philosophie lui survivent si bien. La rédaction de la TVT s'est intéressée justement à cette philosophie développée en Jamaïque dans les années 30. Regardons avec Gérard Lagouzou. Amour, paix, tolérance et respect mutuel. Des valeurs et modes de vie prônés par la philosophie Rastafari. Être Rasta, c'est avant tout un comportement, un mode de vie pour les uns et une religion pour les autres. Pour ces pratiquants du Rastafarisme, l'unicité avec la nature est la porte d'accès à la plénitude de la vie en parfaite communion avec Jah, Dieu le Créateur. Être Rasta, c'est d'abord une philosophie, c'est un mode de vie.
Un Rasta, c'est quelqu'un qui essaie dans tous les jours de faire passer le message de la paix, le message d'amour. Et un Rasta, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions aux problèmes de nos sociétés. Un Rasta, il doit savoir que c'est l'amour qui domine tout. L'amour doit être au centre de tout ce qu'il fait. Il doit aimer son voisin comme lui-même et maîtriser la notion du chaman et savoir que Dieu est amour. Et le Rasta, il doit méditer, beaucoup méditer et porter le dreadlocks comme son identité. Les dreadlocks, c'est les cheveux que nous laissons pousser. Il existe plusieurs communautés de Rasta et elles n'ont pas forcément les mêmes règles de conduite. Certaines sont plus conciliantes, mais d'autres non. Quand on parle de la drogue, Rasta ne connaît pas. Parce que les gens confondent la drogue avec l'herbe. La plante, c'est la création de Dieu. Bon, si par exemple, Rasta pratique la drogue, moi-même je suis Rasta. Est-ce que je suis drogué? Et puis on me parle de quelque chose on me demande quelque chose de vérité. Donc si Rasta est drogué, il ne peut pas se raisonner. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont vu que telle personne fait du Rasta sur la tête, moi aussi je vais le faire. Et il y a d'autres qui sont là que fumer de la drogue, alors que ce n'est pas la drogue qui est la question. Chez beaucoup de personnes, le Rastaman est perçu de travers. Ce qui n'est pas le cas puisqu'ils ont des convictions et partagent des règles de vie de la société, à en croire les Rastas. Rasta doit être très respectueux vis-à-vis des lois de la cité et vis-à-vis de son prochain. Un Rasta est un homme de justice, de paix, d'amour. Quand tu vois un Rasta, sache que tu vois l'amour. Tu es Rasta, tu te dis Rasta. Il faut toujours respecter son prochain et vivre une vie de Rasta. Être toujours cool, compréhensif aussi. Le mouvement Rastafari est né en 1940 à partir de l'un des adeptes de cette philosophie, le prince Haïlé Sélassié. Il est considéré comme le messie pour ceux qui conçoivent le rastafarisme comme une religion. À l'heure où toutes les communautés Rastafari commémorent le 37e anniversaire du propulseur de la musique reggae, Robert Nesta Marley, qui a tiré sa révérence le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis, l'amour, le pardon et la paix sont les valeurs les mieux partagées par les Rastas. L'icône de la musique reggae, Bob Marley, a défendu ses valeurs au-delà des frontières jamaïcaines. En témoigne ce concert magistral qu'il a tenu dans les années 80 à Harare au Zimbabwe, ex-Rhodésie, sur le continent africain. Belle soirée festive à tous les Rastas et aux amoureux de la musique reggae. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée de début de week-end. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Essoham Teou Teou. Je vous retrouve pour ma part demain à 20h. Au revoir et très belle soirée donc.